Bonjour, voici une présentation pour comprendre le fonctionnement des ordinateurs. Nous allons voir l'origine et le fonctionnement, les conventions, le calcul binaire et le calcul hexadécimal. Alors tout commence avec un peu d'électricité. Si vous prenez une pile et un interrupteur, une lampe, et vous pouvez avoir deux états possibles. Soit la lampe est éteinte, soit la lampe est allumée. Alors je vais tout de suite vous montrer un petit outil, donc vous avez le lien ici, qui permet de faire des montages très simples avec donc un interrupteur et une lampe. On place un fil entre les deux et état éteint ou état allumé. Euh, donc voilà. En mettant deux interrupteurs en série, donc qui se suivent, qui sont sur le même fil mais qui se suivent, pour que la lampe s'allume, il faut que les deux interrupteurs soient dans l'état 1, c'est-à-dire l'état fermé. Et dans ce cas-là, la lampe s'allume. Ça, c'est ce qu'on appelle une porte E, c'est-à-dire qu'il faut que l'interrupteur A et l'interrupteur B soient tous les deux baissés. En dessous, vous avez le schéma avec des interrupteurs en parallèle. Donc là, il suffit que l'interrupteur A ou que l'interrupteur B soit baissé pour que la lampe s'allume. Et bien entendu, on ne va pas s'amuser manuellement à baisser les interrupteurs. Il faut une solution purement automatique. Et donc, ben, historiquement, nous avons utilisé des tubes, que vous avez déjà certainement vu, et qui sont des interrupteurs électriques. Le principe de fonctionnement est le suivant. Euh, En fait, la partie 2, ici, correspond à un filament qui va chauffer et rougeoyer. Donc tout ça est dans un tube sous vide d'air, hein, pour pas que exactement comme les lampes à incandescence, mais là ce sont des lampes électroniques. En rougeoyant, des électrons sont émis et sont captés par ce qu'on appelle l'anode. Donc la cathode, le point 2, émet des électrons qui arrivent à l'anode. Ce qui permet de faire ce qu'on appelle une diode. Une diode est un élément d'électronique qui fait passer le courant uniquement dans un sens. Pas possible au courant de passer dans l'autre sens. Et cette diode a été améliorée en ajoutant, ici dans le deuxième schéma, une grille de commande. Donc c'est vraiment une grille parce qu'il faut que les électrons puissent passer au travers. Sauf que si vous appliquez un léger courant sur cette grille de commande, à ce moment-là, les électrons sont aspirés par la grille et n'arrivent plus à la cathode. Et donc, ça permet de faire un interrupteur. En mettant un léger courant sur la grille de commande, vous ouvrez ou vous fermez le passage du courant. Alors, le fait d'avoir des interrupteurs électriques, ça permet d'empiler les portes logiques et ou, comme on avait vu au début, et par exemple de fabriquer ce type de schéma, qui est un exemple qui ne veut rien dire ici, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut empiler ce type de porte. Alors, à partir de ces tubes à vide, a été fabriqué un des premiers ordinateurs qui s'appelait l'ENIAC, fabriqué en 1945. Donc vous voyez la taille que ça prenait, le nombre de fils qu'il fallait. Donc c'était très gros et difficilement miniaturisable parce qu'il fallait des lampes avec des bulbes en verre et sous vide. Donc c'est très difficile à miniaturiser. Ça consomme énormément d'énergie, ça chauffe beaucoup. Et il y a des bugs. C'est là que vient le mot bug qui veut dire problème dans un programme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des petits insectes venaient manger les fils et changer le comportement de l'ordinateur. Puis ont été inventés les semi-conducteurs dans les laboratoires Bell. Ça a été inventé en 1947. Et en fait, les semi-conducteurs ont permis la création des transistors, qui sont l'équivalent d'interrupteurs
mais cette fois-ci sans nécessité de faire rougeoyer un filament ou d'avoir du vide d'air. Et donc ça permet de miniaturiser énormément ces petits interrupteurs. Donc maintenant, nous allons faire un peu de calcul binaire, parce que comme on peut exprimer que des 0 et des 1, et que le but de tout ça était de faire un peu de calcul, comment faire le calcul avec que des 0 et des 1 et donc je vais vous montrer ça avec un Excel. Donc ici, ça représente la valeur décimale que je veux exprimer. Et ici, je vais exprimer la valeur en binaire ici. Donc 0 vaut 0, ça forcément. 1, bon, ça vaut 1, facile. Et maintenant 2. Comment exprimer 2 alors que je n'ai que des 0 et des 1? Dans le monde décimal, quand on arrive à 9, pour exprimer la suite, une valeur supérieure à 9, eh bien on introduit une colonne des dizaines. Et donc pour écrire 10, c'est une dizaine et 0 unité. Et bien là, on va faire la même chose. On va introduire une colonne supplémentaire qui sera l'équivalent des colonnes des dizaines dans le monde décimal. Ici, ça n'a pas de nom. On n'a pas donné de nom, ce serait une douzaine. Bon. En fait, on n'utilise pas ce terme-là. Et donc, pour exprimer 2, je vais devoir l'exprimer sur deux valeurs pour avoir les unités et la valeur au-dessus des unités. Donc, il s'ensuit que pour exprimer 3, j'ajoute 1 à la valeur précédente. Donc là, c'est assez facile. Et on continue ainsi de suite comme ça. Ici, il faut que j'ajoute 1. Donc, j'ajoute ma colonne ici supplémentaire. Et je peux continuer à faire mes calculs. J'ajoute 1 nouveau. Ça donne ceci. On retombe sur le cas de tout à l'heure. Ici, de 2, on arrive. Voilà, c'est le même principe pour passer de 1 à 2, pour passer de 5 à 6. Et ainsi de suite. Et voilà, donc là on a écrit sur 3 octets, on va aller jusqu'à sur 4 bits, parce que ça s'appelle 1 bit. Et donc on va aller jusqu'à 4 bits. Donc on continue. Là on arrive sur la colonne du 4e bit. Et donc c'est parti. On fait comme ça, on ajoute un nouveau 1. Et ainsi de suite. Et là, vous pouvez voir déjà, repérer une petite particularité. Pas forcément, hein, on alterne les 0 et les 1, sans arrêt. C'est normal, vu qu'on n'a que deux valeurs. À chaque fois qu'on ajoute 1, on passe à 0. 1 retenu, on passe à la colonne suivante, etc. Donc je vais copier ici. Je sais que ça, je vais le retrouver en dessous. Et on retrouve aussi ce type de schéma, cette fois-ci, tous les deux dans cette colonne-ci. Je vais copier. Ici, c'était pas exprimé, mais c'était des zéros. Et donc, je vais revoir ce schéma ici. Et enfin ici, tout est à 1. Et ici, tout est à 0. Voilà, nous avons exprimé 4 bits. Je vous laisse imaginer que pour la suite, ça va être tout à fait pareil. On va aller tout en bas. Donc ici, 255, ça sera 1, 1, 1. Et à nouveau, 1, 1, 1 pour les 4 bits de poids supérieur. Donc voilà, on a exprimé les valeurs décimales en binaire. On a fait un tableau de conversion.
qui permet donc de faire un peu de calcul. Alors maintenant, essayons-nous à faire un calcul simple qui est une addition. On va essayer d'additionner 1 plus 2. Donc 1 ça s'exprime 0,1, 2 ça s'exprime 1,0. J'effectue mon addition comme on a l'habitude de le faire. 1 plus 0 ça fait 1, 0 plus 1 ça fait 1, soit 3 en décimale. Si on vérifie, un en décimale, ça fait bien 3. Bon, maintenant faisons un calcul un petit peu compliqué, plus compliqué, où il y aura une notion de retenue. Donc par exemple, je vais faire 2 plus 3. Donc 2, c'est 1, 0. Je recopie ici, hein, je me mets sur la valeur décimale 2 pour que vous puissiez suivre ici. Plus 3, c'est 1, 1. On sait que 2 plus 3, ça fait 5. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Ok, pas de problème. 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2, mais 2, ça s'exprime ici 1, 0. Donc, j'ai une retenue qui est 1, et j'ai la valeur de mon calcul qui est 0. Donc voilà le résultat. Il faut que je gère les retenues, bien entendu, comme toute addition, pour que mon calcul soit juste. Là, je vais vous introduire un petit opérateur qui s'appelle un OU exclusif. Qu'est-ce qu'un opérateur? En fait, c'est un système électronique qui permet, en fait, quand on met une valeur sur le fil A et une valeur sur le fil B, ça donne un résultat. Donc on va dire que la colonne, la ligne du haut c'est la valeur de A et la colonne c'est la valeur de B. De toute façon c'est pareil, hein, c'est interchangeable. Et le OU exclusif a ce tableau de vérité-ci. Si je n'ai pas de courant 0 et 0, j'obtiens 0. Si je le courant sur un fil, j'ai le 1. Pareil ici, j'ai le courant sur B, j'ai le 1. Par contre, si j'ai le courant sur les deux, 1 et 1, à ce moment-là, j'aurai 0. Quel est l'intérêt du OU exclusif? C'est de pouvoir gérer la notion de retenue. Donc nous allons faire ce petit montage électronique et vérifier que la retenue fonctionne correctement. Donc, d'abord, je vais mettre mes deux sources d'électricité et ici, une porte OU exclusive. On reviendra sur les portes. Donc voilà mes deux sources d'électricité. Pour que ce soit assez parlant, je vais vous mettre un petit texte pour bien préciser. Ça, c'est l'interrupteur A. Et ça, c'est l'interrupteur B. Ils sont interchangeables, hein, c'est pas très important. Je pose mon OU exclusif, ma lampe, et je vais relier tout ça. Donc ici, derrière le OU exclusif, ça va nous donner l'addition sans gestion de la retenue. Tout simplement parce que 1 donne 1, que ce soit ici ou ici. Par contre, si j'allume mes deux interrupteurs, A et B, à ce moment-là, la lampe s'éteint. Pourquoi? Parce que j'ai 1 plus 1 en binaire donne 1, 0. Donc là, ça exprime le 0. Je vais continuer donc avec... je vais reprendre le petit schéma ici. Ici, avec une porte E qui gérera ma retenue. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la porte E? Bien, il faut que les deux fils soient allumés, les deux A et B soient allumés pour que l'on obtienne du courant. Donc la porte E est vraie, est à 1, uniquement quand il y a du courant sur les deux. Donc on va en vérifier ici. Tout est éteint, tout est à 0. Ok, très bien. Je donne une valeur 1 ici, j'obtiens comme résultat 1, retenue 0. Donc ici, hein, bien précisé, je vais mettre un petit texte.
Ça, c'est la retenue. Et ça, c'est mon résultat. Donc si je fais 1 plus 0, j'ai bien 1, pas de retenue. Si je fais dans l'autre sens, ça marche aussi. 1 plus 0, 1, pas de retenue. Et maintenant, si je baisse mes deux interrupteurs, 1 plus 1 donnera 0 plus une retenue égale à 1. Donc voilà, avec des portes logiques fabriquées avec des transistors, ou des tubes à lampe, mais on ne le fait plus, mais avec des transistors tout simplement, eh bien on peut faire le premier étage, ce qu'on appelle le première étape d'un calcul. Et si on empile les étages, eh bien on peut s'amuser à calculer beaucoup plus que deux valeurs. Là, ici, par exemple, j'ai mis 4 étages, ce qui permet de calculer 8 valeurs. 8 additions. Donc ici, carry, ça veut dire retenue en anglais, hein, c'est la sortie de la retenue qui vient se réinjecter. On voit qu'on sort ici et que ça vient se réinjecter dans l'étage supérieur, etc. La retenue vient s'injecter ici, vient s'injecter ici. Maintenant, nous allons voir les portes logiques que vous devez connaître. Il y en existe d'autres, mais celles-là sont les principales. Vous retrouverez ici la symbologie, les symboles correspondants dans le petit site que vous pouvez tester gratuitement là derrière. Donc la porte E, pour être à 1, il faut obligatoirement que les deux valeurs soient à 1. Facile. Donc ça, c'est l'équivalent de l'interrupteur en série, tout simplement. Le OU, qui est l'équivalent de l'interrupteur en parallèle, là, il faut que une des deux valeurs soit à 1 pour que nous ayons le 1. Donc ici, vous voyez bien, s'il y a 1, 0, on obtient bien 1, ou 1, 0, on obtient bien 1 ici. Le OU exclusif, lui, permet de gérer une porte logique un peu différente. Il faut uniquement une seule valeur 1 pour qu'on ait 1. Si j'ai à la fois 1 et 1 sur mes deux entrées, j'obtiendrai 0. Ensuite, on a une porte qui s'appelle la porte note, qui va en fait inverser la valeur. Si on lui met 0 en entrée, donc la porte note n'a qu'une entrée et une seule sortie, alors que les autres ont deux entrées et une sortie. Vous voyez la différence. La porte note est ici d'ailleurs. Et donc si on lui met 0, sortira 1, et si on lui met 1, elle sortira 0. Donc revenons sur nos conventions d'écriture. Nous avons donc avec un chiffre binaire deux états possibles, soit 2 puissance 1 état. Avec deux chiffres binaires, nous avons 4 états possibles, soit 2 puissance 2. Avec 8 chiffres binaires, nous avons 256 états possibles, soit 2 puissance 8. Donc écrire 253 en binaire, ça va s'écrire par exemple 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Enfin, tout exprimé en binaire, c'est un peu fastidieux. Vous imaginez bien. Donc pour simplifier la vie des développeurs, on utilise plutôt l'hexadécimal. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Donc le système hexadécimal, c'est un système de numérotation en base 16. Si je prends ici le tableau ici à droite, la première colonne est exprimée en hexadécimal. Vous voyez le petit X. La deuxième colonne est exprimée en décimale. Pour info, la troisième colonne est exprimée en octal, mais on l'utilise plus trop maintenant. Et donc, on compte en décimale. Et puis, bien sûr, la partie droite, j'ai oublié de le préciser, c'est important, la partie droite est exprimée en binaire ici. Et regarde bien un peu l'intérêt de l'hexadécimal. Bon, déjà, de 0 à 9, c'est pareil que le décimal. Donc ça, c'est assez facile. Et on continue.
pour 9 plus 1 donnera A. 9, A plus 1, B, etc. C, D, E, F. Et regardez bien en face, F exprime la valeur de 4 bits. Et donc vous commencez peut-être à voir un peu l'intérêt de l'hexadécimal. C'est que pour exprimer une valeur pour exprimer 4 bits d'un coup, j'utilise un caractère. Donc le 253 tout à l'heure qui s'exprimait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, et bien maintenant va s'exprimer FD. Si je prends F, j'ai 1, 1, 1, 1, D, 1, 1, 0, 1. Et donc il suffit d'apprendre par cœur les correspondances. Il n'y a que 16 valeurs à apprendre. Et on peut exprimer n'importe quel chiffre binaire par groupe de 4. Avant de continuer, on va bien reprendre l'hexadécimal dans mon petit tableau Excel ici. Bon, je vais effacer mon calcul. Et donc ici, je vais me mettre en hexadécimal. Et donc, une convention d'écriture peut être 0x, comme ceci, 0x1, 0x2, 0x3. Donc on préfixe avec 0x, ça veut dire hexadécimal, hein, 4, etc. 0x6, 0x7, 0x8, on continue, 0x9, 0xa. Alors on peut écrire le A en majuscule, les lettres en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance, hein. C'est pareil. C, D, E et F. Et maintenant, si je veux passer à la valeur suivante, bah, même principe. Donc en fait, ici, bon, j'aurais dû, comme je l'ai exprimé, je vais le déplacer d'une colonne, hein. Voilà. Donc F plus 1, et ben, ça donnera 0, 0. Et ici, on continue, on exprime avec un 1 pour exprimer la valeur 16. Et regardez bien, ici, effectivement, si en binaire j'ajoute 1 à 15 pour arriver à 16, j'ai que des 0 ici. Et ici, j'ai un 1. Donc ça devient très facile de se dire, ben voilà, 0, 0, effectivement, 1, 1 ici. Ici, F, tout développeur, tout programmeur sait que F c'est 1, 1, 1. On sait, c'est assez facile. Jusque 9, c'est facile, c'est pareil que le décimal. Donc de 0 à 9, très facile. Le 10, tout le monde sait que c'est A maintenant, enfin à force de l'utiliser, c'est facile. C'est A, B, C, D, E, F. Et donc, bah, si je vais tout en bas de mon tableau, mon fameux 255 qui s'exprime qu'avec que D1, il va s'écrire 0xF et 0xF. Voilà. Donc c'est des conventions, des pures conventions d'écriture, mais que vous allez rencontrer partout, donc il faut connaître, et qui permettent de simplifier l'écriture, ici, sans problème. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant dans Windows 10, dans la calculatrice, vous avez différents modes, et entre autres vous avez le mode programmeur, et il y a un convertisseur. Donc par exemple si je reprends ma valeur 253, automatiquement il me convertit en hexadécimal FD, ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Si je veux mettre la valeur B7, B7, je vois la valeur décimale, je vois la valeur binaire. Bon, voilà, ça peut être un petit outil assez pratique, il n'y a plus besoin de table de conversion si vous avez besoin de sortir une valeur de ce style-là. Donc en intégrant plusieurs transistors dans un même boîtier, il est possible d'avoir des fonctions de calcul dans un très petit espace. Donc je vais vous mettre en descriptif de la vidéo les liens que je présente ici à l'écran. Donc une excellente vidéo sur l'histoire des circuits intégrés et
une fiche Wikipédia sur le premier processeur 4 bits, enfin pas le premier, mais un des plus connus des processeurs 4 bits, le Intel 4004. Mais qu'est-ce que ça veut dire un processeur 4 bits? Et en fait, un processeur, c'est un système logique programmable. Et ici, le 4004 sur 4 bits, dans un tout petit boîtier avec 2300 transistors. C'était une puissance comparable à l'ENIAC. Voici sa photo. Donc vous avez tous vu ces petits composants sur les cartes électroniques. Alors c'est pas toujours des processeurs, mais là, ici, dans ce cas-là, c'était un processeur. Au niveau fonctionnement très simplifié d'un processeur, je ne vais pas non plus trop vous embrouiller, mais on retrouve toujours les registres de travail, qui sont des petites mémoires de travail, qu'on appelle souvent ABC ou AX, BX, CX, etc. Il y a forcément un pointeur d'instruction. Et donc, les instructions, c'est des codes binaires. Et donc, les premiers développeurs devaient coder ça en binaire, sur des cartes perforées. Et donc, instruction numéro 1, et donc tout ça, ce sont des instructions très très simples qui permettent de mettre des valeurs dans les registres, de faire des calculs et de faire des tests. Donc par exemple, je dis ici que l'instruction numéro 1, c'est mettre la valeur 1 dans A. Ça pourrait s'exprimer en code 0xA0. Ça veut dire, par exemple, mettre dans A la valeur qui suit. Et la valeur qui suit, c'est 1. Mettre 2 dans B, qui pourrait s'exprimer par exemple 0xB0. Et la valeur 2, 0x02. Et donc on a un pointeur d'instruction qui sait à quel endroit il est pour pouvoir exécuter pas par pas ce qu'il fait. Donc ici, par exemple, le test, si A est supérieur à 12, allez à l'instruction numéro 6. Donc on saute ici directement. Sinon, on va mettre 2 dans la valeur de A. Donc voilà un exemple de fonctionnement de processeur. Bon, c'est très simplifié, hein, c'est un petit peu légèrement plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, au niveau, maintenant, bien sûr, un processeur tout seul, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond à rien. Ça doit être intégré pour faire un ordinateur avec d'autres composants. Donc on va retrouver le processeur ici, CPU en anglais, et le CPU possède divers bus qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Il y a un bus très important qui permet de communiquer avec la mémoire de stockage, qu'on appelle la RAM, la Random Access Memory, et un autre bus qui plus pour communiquer avec le monde un peu plus lent et plus extérieur, par exemple un clavier, un écran, un disque dur. Et bien entendu, le CPU, c'est quoi? C'est un système électronique qui prend divers états. Et pour passer d'un état à l'autre, il a besoin d'une petite horloge. Et pour cadencer un CPU, on utilise un quartz. Un quartz, c'est un composant électronique particulier qui, quand on lui applique une tension, va vibrer à une certaine fréquence. Et on va utiliser cette vibration pour donner des impulsions haut et bas au système. Donc si je reprends ici mon circuit logique, on va retrouver ici une petite horloge. Et cette petite horloge, donc elle a la particularité, voilà, de clignoter, vous voyez. Et donc de pouvoir cadencer et de pouvoir gérer. Donc vous imaginez bien qu'avec un système d'addition et de retenue, etc., eh bien cela permet d'effectuer ce que j'ai présenté juste avant, c'est-à-dire de pouvoir effectuer ces instructions les unes derrière les autres, en gardant des états et en sachant que on est à l'instruction numéro 3 et qu'on va passer à la 4 en faisant ce test-là, etc. Donc je vous invite chaudement et cordialement à aller voir
la vidéo de Deus Ex Silicium, où il va reprendre tout ce qu'on a vu jusque-là, mais avec plus d'images et surtout une animation en fin de vidéo. Donc je vous mets pas au début de la vidéo, hein, je vous mets à peu près au dernier tiers de la vidéo. Vous regarderez toute la vidéo si vous voulez, mais c'est surtout le dernier tiers que je voudrais absolument que vous regardiez. Vous retrouverez l'ENIAC, un peu l'histoire du 4004 hein, et surtout une animation sur le processeur 4004. C'est très très intéressant. Donc voilà ce qui conclut ma présentation sur le fonctionnement des ordinateurs. Cette idée de vidéo m'a été demandée par un neveu qui est en école d'ingénieur et qui était un peu perdu dans le monde du binaire. Et donc je vais certainement être amené à faire d'autres vidéos qui va suivre un peu son programme d'école d'ingénieur. Et donc on prendra la programmation des processeurs certainement, comment on faisait pour entrer les programmes dans un processeur, en partant au tout début des ordinateurs, comment on affiche les résultats, comment on lit, on écrit des données. Tout ça aujourd'hui ça paraît tellement évident, mais je pense que c'est important de connaître la base et de comment ça fonctionne pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qu'on utilise aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, des suggestions pour la suite, et puis d'en parler autour de vous. Merci beaucoup, à la prochaine.